Donc, bienvenue sur le deuxième webinaire consacré aux légumineuses. Donc, le premier, c'était sur les légumineuses dans les couverts végétaux. Et là, on va faire un petit webinaire sur la question d'insertion, en fait, de légumineuses en culture. Et là, pour le coup, on va faire un zoom sur les légumes secs. Donc, on ne parlera pas du soja, on ne parlera pas non plus des pois prétélagineux, des fèves-rolls. On va se consacrer essentiellement à les légumes secs, donc c'est-à-dire des productions qui sont potentiellement destinées à l'alimentation humaine. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en fait, ces légumes secs, ça fait un petit peu du yo-yo dans les exploitations en région Occitanie. Selon les marchés, selon les situations, on va avoir des surfaces qui évoluent plus ou moins de façon importante sur ces exploitations. Alors, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où ça se redéveloppe et ça se diversifie, en fait, plus que ce qu'on avait vu dans les 10-15 dernières années. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Mais parce qu'en fait, les légumes secs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à destination de l'alimentation humaine. Et ce qui est bien, c'est quand on produit des lentilles, des pois chiches ou des haricots, il n'y a pas de transformation. Donc, si l'agriculteur souhaite demain changer son mode de commercialisation sur l'exploitation, eh bien, et donc faire de la vente directe ou de la vente en circuit court, ces productions-là sont plus faciles à faire car il n'y a pas de nécessité, comme du blé, de transformer en farine ou en pâte si on est sur des blés durs. Donc, c'est aussi une possibilité pour l'agriculteur de diversifier sa stratégie de commercialisation, mais y compris aussi sur des coopératives agricoles qui vont chercher des marchés un peu plus courts que les marchés traditionnels qu'on va avoir plutôt à filière longue. On peut raccourcir à travers ces produits qui sont directement consommables, en fait, la chaîne de la filière. Ça reste néanmoins des marchés de niche, donc il faut faire attention. L'autre point positif aussi, et pourquoi on les voit réapparaître de façon importante sur les exploitations, mais c'est un moyen quand même très important de diminuer les intrants, et notamment les engrais chimiques. Donc, quand on est en agriculture biologique, quasiment les légumes secs, ça devient quasiment incontournable aujourd'hui pour les mettre en place dans les exploitations, notamment en région Occitanie, mais aussi quand on va réfléchir à des labels comme le HVE, haute valeur environnementale, qui demande une réduction globale, en gros, de moins 30 à moins 50% d'intrants, donc ça facilite cette réduction d'intrants, et aussi, par exemple, le label bas carbone. Donc, quand on va vouloir diminuer, encore une fois, ces engrais chimiques qui sont coûteux en consommation énergétique, les légumineuses et donc les légumes secs, par fortiori, sont intéressants à intégrer dans les exploitations et permettent plus facilement de changer de mode de production là-dessus. Donc, c'est quand même deux points importants. Un mode de commercialisation, un mode de production changé sur les exploitations, c'est stratégique, là, ce coup-là. Autre point aussi important, c'est que c'est un super précédent, en fait. Une légumineuse, de manière générale, ça permet de capter l'azote de l'air présent dans le sol et donc d'enrichir ce sol en azote qui potentiellement sera disponible pour la culture suivante. Et nous, ça nous intéresse d'autant plus dans la région Occitanie quand on fait des blés dits de qualité, que ce soit des blés durs ou des blés améliorants. Donc, c'est un super précédent pour ces cultures qui sont aussi des marchés extrêmement importants pour les agriculteurs dans le sud de la France. Autre point aussi important, c'est que quand on est en région Occitanie, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une diversité de terroirs très importante. Donc, on va avoir aussi une diversité de légumes secs qu'on va pouvoir faire. On connaît le haricot tarbé, mais qui est fait sur la zone de Tarbes. On va faire du haricot à Castelnaudary, ce n'est pas le même qu'on va faire. On va pouvoir faire du pois chiche autour de la région toulousaine. Donc, on va avoir des terroirs de production très différents avec des contextes pédoclimatiques où chacun va pouvoir avoir, entre guillemets, sa légumineuse produite. Donc, c'est quand même assez sympa aussi en termes de diversité. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces légumineuses, ça amène pas mal de couleurs, pas mal aussi de possibilités au niveau des consommateurs. Autre point et dernier point aussi intéressant par rapport à ces légumineuses et pourquoi ça revient aussi sur les exploitations, c'est aussi des espèces qu'on va implanter à des périodes autres que le traditionnel blé, maïs sur nos sols. C'est-à-dire qu'aussi, ça va permettre en termes d'organisation sur l'exploitation d'étaler un petit peu la charge de travail. Donc, c'est pas inintéressant sur des exploitations qui ont tendance à grossir ou des exploitations même qui veulent un petit peu mieux gérer leur pic de travaux avec des périodes de travail qui vont être en décalé des cultures dites traditionnelles. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le point sur trois cultures. On va faire un zoom sur trois cultures sur les légumes secs, les lentilles, et on fera un zoom particulier. On ne va pas parler de la lentille dans tous ces points stratégiques. On va faire un point sur la question des lentilles en agriculture biologique, parce que c'est sur ces marchés-là qu'elle est le plus
présente et on fera un zoom particulier sur la question de l'association. On a déjà parlé la dernière fois sur les couverts, donc là, on fera un zoom là-dessus. On parlera aussi des pois chiches. Sur les pois chiches, on parlera de la problématique la plus importante qu'il y a, c'est l'ascoquitose. Donc, on parlera comment, en gros, aujourd'hui, quel levier on a pour gérer cette problématique. Et en ce qui concerne les haricots, donc on parlera de 2 types de haricots, le mungo et le azuki notamment. On parlera beaucoup de sécurisation d'implantation. On a moins d'informations sur le haricot, vous verrez. C'est plus du questionnement qu'on a. Et on essaiera de voir un petit peu comment on arrive à construire en gros des itinéraires techniques plus ou moins adaptés aux agriculteurs, plutôt région Occitanie en ce qui concerne cette thématique. Donc, si on commence, on va parler des lentilles. Alors déjà, quand on parle de lentilles, en fait, il faut savoir qu'il y a une diversité de lentilles. Il n'y a pas qu'une seule lentille. La lentille la plus commune, c'est la lentille verte, celle que vous trouvez le plus rapidement, le plus souvent dans vos magasins. Donc, la plus connue, c'est la lentille du Puy, donc il y a un AOC. Mais il existe d'autres lentilles, la lentille blonde, la lentille noire, la lentille corail, donc avec des qualités gustatives notamment différentes, mais aussi en termes de sensibilité de production, plus ou moins difficiles à produire. La lentille verte, c'est ce qui est souvent le plus facile à produire, car elle a une meilleure vigueur, elle est un peu moins sensible à certaines maladies et donc qui permet de produire beaucoup. La lentille noire, qui est la plus préférée des consommateurs, car elle a une très bonne tenue en bouche, en fait, et en cuisson notamment, mais elle va produire nettement moins, donc aussi un peu plus délicate à produire, donc il faut faire attention. Et puis après, on a des lentilles un peu plus intermédiaires, la verte et la noire, qui vont être la blonde et la corail. Chacun avait leur qualité en termes de goût aussi à faire valoir. Donc, quand on va se poser la question de produire ces différentes sortes de lentilles, on va se poser la question aussi de comment la produire. Et quand on produit des lentilles, en fait, on a des enjeux de production qui sont tout au long du cycle. C'est pas simple à produire comme légumineuse, c'est moins simple à produire comme pois protéagineux, c'est plus délicat en fait, plus aussi, alors moins rustique peut-être, alors c'est pas une question de rusticité, c'est plus une question de sensibilité qu'on va avoir. Donc on a différentes problématiques, donc on a des problématiques de ravageurs. Donc l'un des ravageurs qui pose problème, vous voyez, je l'ai mis en rouge, c'est la bruche, c'est en fin de cycle, donc c'est un insecte qui va venir piquer les graines. Et donc, du coup, quand vous faites cuire vos lentilles, si vous en voyez qui remontent à la surface dans l'eau au moment où vous la cuisez, c'est que ça veut dire que ça a été piqué par des bruches, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'un des ravageurs qui est le plus problématique à gérer. Que ce soit en conventionnel ou en bio, on a des difficultés de gestion de ce ravageur, donc un peu plus en bio qu'en conventionnel, puisqu'il y a quelques solutions, même si elles ne sont pas très efficaces. Après, on a des problématiques de maladies. Alors, les problématiques de maladies sur lentilles, ce n'est pas le gros problème, quoi. C'est vraiment le problème de bruche au niveau ravageur qui va être problématique. Et donc, après, par contre, on a un autre problème. Ce sont des légumineuses qui sont un petit peu longues à se mettre en place. C'est assez fragile en termes physiologiques. Et donc, c'est sensible aux facteurs abiotiques. Donc, dans un premier temps, en fait, on va avoir des problématiques plutôt liées à de l'asphyxie. Quand vous implantez la lentille, c'est plutôt sur les mois de février, mars, avril, plutôt mars-avril de manière générale. S'il y a beaucoup d'eau derrière, on a une asphyxie qui se met en place et il y a la possibilité qu'en fait, à ce stade-là, la lentille disparaisse, noyée en fait, et les nodosités ne se mettent pas en place. Et donc, on a un blocage à absorption et la lentille périclite, quoi. Voilà. Et donc, l'autre problème, parce qu'une fois qu'on a réglé le problème des asphyxies, s'il y a des problématiques d'asphyxie, la lentille va pousser et donc va s'allonger. Donc, c'est vraiment une plante qui va essayer de monter, aller chercher un petit peu de lumière. Et donc, le risque qu'on a, parce que c'est un port de tige très fragile, on a des risques de verse assez importants. Donc, la lentille ne monte pas très haut au niveau de la récolte. Donc, si ça se couche, on a de grosses difficultés de récolte. Et voir si ça se couche complètement, on peut ne pas la récolter parce que c'est quasi impossible de la ramasser quand c'est complètement plaqué au sol. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de regarder comment on peut trouver des solutions pour essayer de limiter ce risque de verse sur la lentille. Donc, ce que je vais vous prendre comme exemple, c'est l'exemple qu'on a suivi sur le lycée agricole de Toulouse-Euseville avec les étudiants de BTS APV. Bon, j'ai eu un peu moins de temps que la semaine dernière pour préparer, donc je me suis beaucoup plus appuyé sur ce que les élèves ont fait dans l'expérimentation, enfin, dans les cours qu'ils avaient. Donc, avant de préciser ces choix-là, il faut se poser la question de deux choses, quoi. C'est-à-dire que les lentilles, ça rentre dans une succession, dans une rotation, dans une succession. Tout ce qui va être légumes secs, de manière générale, il faut faire attention au délai de retour sur la parcelle. Ce sont des espèces qui sont plutôt fragiles, avec des sensibilités aux maladies, aux ravageurs importantes.
Donc, il vaut mieux éviter un retour trop fréquent. De manière générale, on dit que les lentilles, il faut que ça revienne tous les 3-4 ans. Nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt tous les 6 ans. Puisque ça reste des marchés de niche, il vaut mieux éviter d'aller faire des grandes surfaces de lentilles sur les exploitations qui seront difficilement commercialisables et avec un risque à très court terme de voir s'effondrer le rendement de ces lentilles. Voilà, donc, il faut faire aussi attention aux précédents. Il faut essayer d'avoir le moins de résidus possible, parce que ces choses qui sont lentes à lever sur des périodes de semis qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, il vaut mieux essayer d'éviter aussi des précédents qui vont avoir trop de résidus en surface. Voilà. Deuxième point, au-delà de la succession, c'est le choix de la parcelle. Sur l'exploitation, l'agriculteur ne pourra pas faire sur toutes ses exploitations, sur toute son exploitation, des lentilles. Il faut impérativement éviter les sols hydromorphes, les limons battants, froids. C'est impossible parce qu'on va avoir un risque d'asphyxie qui va être trop important. Les sols acides, quand on va parler de nodosité, on a une souche rhizobium qui est censée être présente pour faciliter en fait, qui permet l'inoculation et qui permet en fait la mise en place des nodosités. Si le sol est acide, ce rhizobium ne sera pas présent. Donc on va éviter ça. On va aussi éviter des parcelles qui ont peu de réserve hydrique. Les argilo-calcaires de coteaux ne semblent pas non plus très adaptés parce que plantes fragiles en fin de cycle. Donc il faut faire attention. Et il faut dernièrement aussi éviter tout ce qui va être des parcelles avec trop de salissement. Il y a peu de solutions chimiques quand on est en conventionnel. Donc, il faut faire très attention au choix des parcelles, et notamment avec deux adventices qui posent de très sérieux problèmes, le datura et la morelle noire, parce que ces adventices-là, quand elles sont présentes à la récolte, en fait, le lot va être déclassé parce que c'est toxique pour l'alimentation humaine. Donc, il faut faire très attention au choix des parcelles et choisir toujours les parcelles à bon potentiel et avec des risques de salissement plus faibles. À privilégier, du coup, c'est plutôt des parcelles qui sont bien exposées, sol chaud, drainant pour éviter du coup que les asphyxies. Il faut éviter aussi, voilà, après il faut des parcelles propres, comme je l'ai dit au-dessus. Donc, comme je vous ai dit au préalable, en fait, cette question des lentilles nous a beaucoup préoccupés avec la plateforme et notamment avec l'exploitation du vicéricole de Toulouse-Ville, qui a une stratégie de diversification de culture pour la mise à vente dans son magasin, et dont la lentille était vraiment un super outil de diversification de l'agriculture biologique. Alors, le problème, c'est que historiquement, on a du mal à la produire avec des pertes à la récolte qui sont très importantes liées à une récolte qui se passe plutôt assez mal. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est de faire quelque chose d'assez simple, s'inspirer de ce qui se fait dans l'élevage avec la production de métail, où on peut associer un pois et un blé, où le pois va grimper le long du blé pour sécuriser son développement. Mais là, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va associer cette lentille à différentes espèces qui vont servir de tuteurs et donc être censées de limiter l'averse. Donc, ça, ce que vous avez sous les yeux là, c'est un poster qu'ont fait les étudiants de la promo 2015 avec cet objectif-là, c'est-à-dire qu'en gros, avoir un tuteur pour la lentille. Mais le problème, c'est qu'il fallait trouver un tuteur. Donc, la lentille, on l'essaime sur le mois de mars, comme on a dit, il fallait chercher un tuteur qui semble adapté à ces périodes de semis-là. Donc, il y en avait plusieurs. On a fait le choix du blé de printemps. Alors, la coriandre, c'était juste pour un petit clin d'œil pour voir si on avait la capacité de produire à la fois de la coriandre et de la lentille. Ça aurait été sympa. Bon, malheureusement, pas réussi. Associer de la lentille à du colza de printemps, de la lentille à de la caméline et de la lentille à de l'avoine de printemps. Et on l'a semé de deux manières différentes, soit tout en mélange façon simple, donc la lentille plus le blé mélangé dans le semoir et on a semé le tout, ou alors semer en deux passages avec un passage semé au semoir et un passage semé avec un semoir à cuillère sur la RC-tri. C'était les deux manières de faire. Donc, je n'ai pas m'y attarder dessus, mais là, l'idée, c'était vraiment essayer de trouver le tuteur qui nous semblait le plus pertinent. Alors, on en a déjà sorti 3 d'entrée. Donc là, je suis désolé, on a peu de photos sur ces années-là, donc il va falloir faire sur confiance. La coriandre, le colza et l'avoine, on les a enlevés. Alors, le colza et l'avoine, on les a enlevés parce qu'en fait, la lentille, elle n'est pas assez agressive. C'est quelque chose qui pousse lentement. Et donc, du coup, en fait, le colza qui ramifie, l'avoine qui ramifie énormément, la lentille n'arrivait pas à monter le long de ses tiges et donc ça ne servait pas de tuteur, en fait. C'est un peu le principe de la tomate avec son piquet. Mais là, il ne servait pas, enfin, la lentille n'arrivait pas à s'accrocher. Par contre, on trouvait intéressant 2 tuteurs particuliers, la caméline, donc, qui est ici, là, donc c'est une tige assez droite, et la lentille arrivait plus ou moins
à s'accrocher dessus. Et de l'autre côté, le blé tendre de printemps où aussi la lentille arrivait à s'accrocher dessus. Donc, c'était nos deux tuteurs qui nous semblaient les plus intéressants à utiliser. Mais en fait, après, si on regarde un petit peu, il faut regarder aussi, donc c'est bien que la lentille monte, mais est-ce que cette association, il n'y a pas de risque de concurrence entre la lentille et l'association qui va être faite avec cette lentille? Donc, ce qu'on a regardé un petit peu, on n'avait pas trop de moyens à l'époque aussi, donc l'idéal, ça aurait été d'arriver à la récolte et de faire un rendement. On s'est juste limité, en fait, à la hauteur des plantes pour voir un petit peu en termes de vigueur s'il y avait des différences. Et ce qu'on se rendait compte, donc la lentille seuil, ouais, faisait à peu près une trentaine de centimètres en hauteur, 33 centimètres, c'est pas énorme les écarts. Et sur le blé lentille, qui me semblait bien associé, il y avait quelque chose qui était plutôt homogène. Vous voyez, vous aviez la lentille qui monte doucement. Là, ça va vers le haut, ça va chercher la lumière le long de la tige de blé. Alors, je ne dis pas que ça permet de gérer des forts orages, mais c'est quand même intéressant à regarder. Et on voyait qu'il n'y avait pas d'énorme effet direct du blé sur la lentille. Alors que la caméline, donc qui va être aussi plus dense, alors je n'ai pas de photo, je suis désolé, mais qui était plus dense sur la parcelle, on avait un risque de concurrence avec la lentille qui me semblait plus important. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le choix en 2015 de se dire qu'en fait, l'association qui nous semble plus adaptée pour mieux gérer ces risques de verse serait l'association blé-lentille. Donc l'année d'après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé l'association blé-lentille uniquement, afin de maximiser vraiment la production de lentilles. Donc, dans le choix, on a fait le choix de tester différents modes d'implantation. Donc, le mode d'implantation le plus simple pour l'agriculteur, donc là, c'est pareil, c'était une autre époque, hein, c'est les étudiants qui s'aiment avec l'enseignant derrière, mais où on semait en un passage le blé de printemps mélangé à la lentille. Donc, ça, c'est pratique pour l'agriculteur. Il n'a pas beaucoup de changements de pratique à faire. Ou autrement, le comparer notamment avec un semis au semoir de la lentille et on repassait derrière pour semer le blé à la RC-tri. Ça, c'était une manière de faire aussi, donc deux techniques de semis différentes. On a fait deux dates de semis. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout le protocole, mais donc on a testé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a testé de semer le blé plus tôt, c'est-à-dire autour du 15 janvier, on est revenu autour de mi-mars pour semer la lentille dans le blé qui était implanté. On a fait des comparaisons avec des blés mélangés à des lentilles, tout semé au 15 mars. Donc, on avait vraiment des décalages de semis qui étaient intéressants. On avait même essayé une date de semis plus tardive, au 3 avril, qui n'a pas forcément très bien fonctionné. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, là, c'est qu'en fait, on a testé différentes choses, différentes techniques de semis, différentes périodes de semis, différentes densités de semis. On va se concentrer là-dessus, c'est-à-dire que l'objectif qu'on avait sur ces essais, c'était vraiment dire on veut produire la lentille. C'est ce qui est bien payé. La lentille est payée entre 1200 et 1600 euros tonnes sur le bio. Donc l'objectif, c'est vraiment maximiser la production de lentilles. On devrait être autour d'une tonne, quoi. Une tonne, c'est plutôt assez bien. Et avoir, si possible, un peu de production de blé qui vient compléter, mais surtout avoir la production de lentilles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, avec notre production de lentilles, quelle densité de blé il fallait mettre pour avoir une production de lentilles optimale. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois, je vais vous montrer après une photo qui sera beaucoup plus facile à regarder. Donc, forcément, il y avait beaucoup d'essais sur les dates en décalé, c'est-à-dire le blé semé en premier et la lentille semée en second. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le blé, donc les barres oranges, c'est le rendement du blé, les barres bleues, c'est les rendements de la lentille. Et ce que vous avez en rouge, la teneur en protéines des blés, parce qu'il faut savoir que un blé récolté, la qualité protéine donne aussi le prix et donne aussi une valorisation à la farine. C'est la teneur en protéines qui fait souvent le prix du blé. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est quand on sème tôt le blé, on a des meilleurs rendements, autour de 18 quintaux, contre vraiment plutôt autour de 10 quintaux sur la 10e date de semis au 15 mars. Donc, le semis précoce du blé permet d'avoir plus de rendement du blé. Mais le problème, c'est que le semis précoce du blé permet d'avoir plus de rendement de blé, mais par contre, quel effondrement de la lentille, quoi. C'est-à-dire qu'on fait entre 200 et 400 kg max de lentilles si on sème la lentille dans le blé. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le blé va concurrencer la lentille
sur son implantation. Le blé est déjà implanté, donc quand vous semez la lentille, le temps qu'elle germe, qu'elle fasse ses racines, qu'elle fasse ses nodosités, mais chaque fois qu'il pleut, eh bien, l'eau va d'abord au blé et va un peu moins à la lentille. Et donc après, en plus, il y a la concurrence de la lumière, etc., qui se met en place. Donc c'est très difficile, en fait, pour la lentille de réussir à produire dans ces conditions-là. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on a gardé dans le fonctionnement, c'est quelque chose qu'en fait, on a vite écarté sur du conseil agriculteur et y compris sur de l'implantation, sur l'exploitation du lycée agricole. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est nos productions quand on sème tout en même temps. C'est-à-dire qu'au 15 mars, on sème tout en même temps donc notre blé et notre lentille. Donc, il y a deux manières de semer, donc tout en mélange, ou semer en deux passages. Là, c'est les deux barres que vous avez ici. Et les 75%, 50% et 25%, c'est la densité de semis, la réduction de la dose de semis du blé. La lentille, on la sème à 100 kg et on va diminuer la dose de blé dans l'association avec la lentille. Et ce qu'on se rend compte, c'est que notre lentille, là, quand on est sur des semis de blé assez denses, elle est concurrencée, c'est-à-dire qu'elle fait 500 kg. Voilà. Alors que quand vous allez la voir avec des densités de blé plus faibles, voilà, 50% déjà de blé, donc on divise la dose de semis-sol, le blé de moitié, on enlève 25% sur notre référence forte, on retrouve du 740 kg/hectare, ce qui n'est pas trop mal en fait en soi. Donc on est plutôt satisfait de ce type de rendement. Et c'est encore mieux en fait, quand on diminue encore plus la dose de semis de blé, on a quand même un effet tuteur, mais en plus on arrive à 900 kg de blé, donc, de lentilles, pardon, donc on est quasiment à un optimum de production, et c'est ce qu'on souhaite avoir chez un agriculteur. Et vous voyez, vous avez la lentille pure qui est semée à côté, là, toute seule, sans association avec le blé, et on a une lentille qui s'en sort plutôt assez bien. Donc du coup, en fait, ce qu'on va garder, nous, dans notre mélange, mais ça va être plutôt ce type de choses. En plus, c'est facile à faire pour l'agriculteur. Tu mélanges ta lentille et ton blé tout ensemble, tu mets une quantité de blé diminuée par rapport à un objectif, donc ça va être autour de 50 kg. Donc on fait un semis à 150 kg, mais 100 kg de lentilles et 50 kg de blé. Et on obtient quelque chose avec 900 kg de lentilles et 7-10 quintaux de blé. C'est pas énorme, mais ça permet quand même de compenser. Donc là, on a deux productions à destination de l'alimentation humaine, une directement utilisable qui est la lentille, et la deuxième qui est le blé, avec des super teneurs en protéines, 15%. Donc là, on a des blés bio de printemps, avec une qualité qui est quasi exceptionnelle, donc qui va bien se vendre et qui va être facile aussi à transformer pour les meuniers. Donc si on regarde après, si on fait un petit zoom, donc si on prend la partie, là je vous ai pris la partie, je me suis trompé sur la base, là on ne va pas le regarder, mais si on regarde sur les schémas de lentilles, donc la lentille pure, vous voyez là c'est la lentille verte, plutôt pas si mal triée que ça, de base à la récolte là, de la moissonneuse batteuse, et autrement après on obtient de la lentille avec du blé. Donc quand ça a été semé en deux passages, on a plus de blé que de lentilles, et on voit bien, hein, c'est moins noir que jaune, quoi. Et quand c'est semé en mélange, on a une quantité de lentilles qui est importante avec un peu moins de blé. Maintenant, soyons clairs, hein, si vous voulez demain commercialiser ça, il va falloir se poser la question de comment le trier. Donc là, ce qui est obligatoire quand on travaille ce type d'association, c'est un trieur optique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le trier avec des tamis parce que les graines sont quasiment de même taille, donc difficile à trier. Donc, en fait, on va la trier par la couleur et par des caméras qui va reconnaître le orange du blé, enfin le doré du blé, du noir-vert de la lentille, quoi. Donc, c'est obligatoire d'être trié avec un trieur optique si on veut récolter les deux. Voilà. Donc là, concrètement, tout le monde n'est pas équipé d'un trieur optique. Donc ça, c'est pareil, un petit clin d'œil à la vidéo de la semaine prochaine. C'est quelque chose qui est travaillé notamment dans des enjeux filières avec une coopérative Cadisol qui est, elle, équipée avec un trieur optique qui permet de faire ces associations en grande quantité chez les agriculteurs. Donc là, pareil, c'est super, ça donne des super résultats. L'agriculteur est très content parce qu'il a deux récoltes. Il a une bonne récolte de lentilles qui est moins sensible à l'averse. Et en plus, on a du blé derrière. Donc, c'est jackpot, quoi, pour lui. Maintenant, ça coûte un peu cher de trier ceci. L'ordre d'idée, c'est 1 million d'euros, un trieur optique. Hein, donc, on ne le fait pas facilement, c'est chaud. Donc, quelle solution on a quand on va être agriculteur chez soi? En fait, c'est que peut-être qu'au lieu de récolter le blé, tant pis, il faut
il faut les cimer. Voilà. Donc, en fait, c'est terrible de dire ça, mais on ne va pas récolter le blé. On va utiliser le blé comme tuteur. Voilà. Et une fois que l'épi va sortir, on va passer avec une essimeuse. C'est un outil qui passe au-dessus de la culture. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a des couteaux là, en fait, qui tournent et qui vont venir scalper la culture. Donc, si vous voulez, on ne va pas récolter le blé. On a la tige qui sert de tuteur à la lentille. Et ça permet en fait un bon développement de la lentille. Et là, vous avez une stratégie qui se met en place. C'est les agriculteurs en bio qui utilisent ces associations-là. Voilà, donc c'est plutôt simple, pas compliqué, mais comme vous le voyez, en fait, il y a 5 ans de ça, on se posait la question de comment associer une lentille avec une culture. Et donc, vous voyez, il n'y a pas forcément d'essais très développés, de recherche. Donc, il y a beaucoup d'essais qui ont été faits en parallèle, notamment avec l'INRA et notamment l'UMR Agir de Toulouse, sur les effets des associations, notamment sur les bruches, sur les ravageurs, mais aussi sur les tenues de tige, mais de manière simple, là, avec quelques élèves. Donc, c'est vous, apprenants, qui pouvez le faire, ça, en testant sur l'exploitation déjà une diversité de tuteurs. On a recentré sur le blé, et après avoir recentré sur le blé, on a réfléchi à la densité de semis du blé dans la lentille, parce que l'objectif était toujours de produire de la lentille. Et dernier point, on a fait le choix aussi de décimer jusqu'au bout dans cette stratégie la lentille. Donc, si je fais simple, aujourd'hui, pour semer une association de blé lentille, je mets 100 kg de lentilles et 50 kg de blé. Je sème en combiné rotatif sur une parcelle qui est plutôt ressuyée. Et après, derrière, je laisse pousser et j'essime de façon régulière pour éviter d'avoir du blé et aussi d'autres adventices, parce que là, ce que vous voyez, il n'y a pas que du blé, il y a quelques chardons, et ça fait du bien quand même de pouvoir essimer cette culture. Donc, ça permet, en 5 ans, de se caler son petit itinéraire technique sur son exploitation, et là, pour le coup, ça fonctionne pas trop mal. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, après avoir parlé des lentilles, c'est de parler des pois chiches. Voilà. Bonjour, je vais donc vous parler du pois chiche. On va commencer par une petite présentation du pois chiche. Donc, le pois chiche est une plante autogame à floraison indéterminée et à cycle court, de 6 à 7 mois, et avec un potentiel de rendement de 15 à 30 quintaux hectares. Cette culture va requérir des températures assez élevées. C'est pour ça qu'on la sème à partir de février, mars, quand les sols commencent à se réchauffer. Et donc, elle a besoin de températures élevées à partir du stade 3 feuilles, notamment. Sur tous les pois chiches qui existent, il y a plus de 20 000 variétés et elles sont réparties en 3 grandes familles. La première famille, c'est le type Kabuli. Donc, c'est les pois chiches qu'on connaît, nous, classiquement, en fait, qu'on utilise dans le couscous, tout ça. Donc, ce sont des pois chiches avec des graines moyennes à assez grandes, qui ont un PMG supérieur à 300, qui font jusqu'à 2 fois la taille d'un pois, qui sont moins ridés que le type Daisy, qu'on peut voir en photo là, juste en bas, ici. Donc moins ridé que le type Daisy, de couleur blanc-crème. Ce pois chiche est surtout cultivé dans le bassin méditerranéen et du fait de son tégument fin, de la grande taille de ses cotylédons, la graine de Kabuli est aussi celle qui contient le moins de fibres parmi l'ensemble des légumineuses à graines. Donc c'est bien pour cette digestibilité. Ensuite, on a le type Daisy, donc celui que je vous ai montré là, ici. Vous avez le Kabuli, celui dont on vient de parler juste à gauche. Donc pour le Daisy, c'est des graines plus petites que pour le Kabuli, plus ridées, de couleur brun plus ou moins foncé. Alors ce pois chiche est surtout cultivé en Asie et reprend 85% de la production là-bas. Du fait de son tégument épais et de ses petites graines ridées, la graine de Daisy présente un taux de fibres nettement plus élevé que le pois et donc une digestibilité moindre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a séparé la graine de son tégument, qu'on a concassé le pois chiche ou qu'on en a fait de la farine, sa valeur nutritive est la même que celle des Kabuli. Et la culture de type Daisy est plus rustique et plus productive que celle d'un type Kabuli. Et la dernière famille que je vais vous présenter, c'est le type Gulabi. Alors ça, c'est surtout pour info, parce qu'en fait, il ne s'en fait pas en France. Mais voilà, donc c'est une des 3 familles. Et, donc il est généralement de couleur blanc-crème, il est sans tanin, comme le Kabuli, mais plus petit et presque lisse. Et surtout, le petit bec typique du pois chiche, en fait, est très réduit. Et donc, une fois décortiqué, en fait, on peut facilement le confondre avec un pois jaune. Donc voilà, ce jour, il n'est pas produit en France. Alors, l'une des principales problématiques sur le pois chiche, l'un des principaux obstacles en fait à cette culture sous nos latitudes, ça va être la problématique de l'ascochitose. En fait, l'ascochitose, donc c'est un champignon, un parasite, qui va venir se développer et qui peut fortement impacter en fait le rendement avec des pertes de potentiel allant de 15 à 20 quintaux.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission de ce champignon se fait soit par les semences, des semences en fait contaminées, sales, soit par les résidus de pois chiches qui ont été infectés en culture, qui ont été enfouis dans le sol, sous forme de spores en fait. Il est intéressant de noter que le type DAISY est un peu moins sensible que le type Kabuli, bien qu'il soit également touché quand même par cette maladie. Donc, ici, vous avez un petit schéma qui vous représente en fait le cycle de culture de développement de la scochitose au sein du pois chiche. Et donc, comment ça se passe? En fait, on va avoir l'arrivée d'une spore sur les feuilles. Cette spore, elle va arriver, elle va mettre 4 à 12 heures en fait, en fonction de l'humidité pour pouvoir germer sur cette feuille de pois chiche. Une fois cette période passée, il va y avoir la formation d'une encre en fait, qui va permettre donc à la spore de pénétrer à l'intérieur de la plante. On va avoir une invasion des tissus qui correspond à la période d'incubation. Et donc à ce moment-là, en fait, la maladie est à l'abri des conditions climatiques et des fongicides, notamment pour les fongies de contact. On va avoir une apparition des symptômes 4 à 6 jours après la germination des spores. On va avoir une formation de pique-nique contenant de nouvelles spores, comme pour la septo en fait, et c'est les pluies qui vont assurer la propagation de la maladie. Et enfin, la maladie va se développer rapidement avec des conditions fraîches et humides. La dissémination est favorisée par le vent, la pluie, une végétation dense, peu aérée, des températures comprises entre 20 et 25 degrés. Donc sur le graphique, là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la première partie, celle-ci, en haut, c'est le cas des contaminations en culture, donc sur le schéma de la septoriose, comme on a vu là, où on a en fait les spores qui vont arriver, se développer sur les feuilles, production de pycnides, et ces pycnides vont relâcher des spores qui vont également aller contaminer des pois chiches voisins. Ces pycnides se produisent sur feuilles, mais ils peuvent également se trouver au sein des graines, en fait, donc c'est ce qu'on voit ici, et donc quand on récolte des graines, elles peuvent être infectées, et donc c'est ce qu'on voit en dessous, en fait, sur une lampe à UV. Les halos marrons, en fait, que l'on peut voir, ce sont des spores d'ascochitose. Et enfin, le dernier cycle par lequel on n'est pas passé, là, tout en bas, c'est la forme de conservation de la maladie, en fait, au sein des sols. Donc, on a le pois chiche qui a été infecté en culture, on a fait la récolte, il y a les résidus de culture. Au sein de ces résidus de culture, en fait, on va avoir une forme résistante du champignon, en fait, sous forme de spores, des ascospores qui vont se former, et donc, du coup, qui pourront venir réinfecter un pois chiche par la suite, en fait, s'il revient trop rapidement dans la rotation. On verra tout à l'heure qu'en fait, il faut respecter un délai de 6 à 7 ans entre deux cultures de pois chiche pour être sûr de ne pas avoir de soucis avec l'asco. Donc, pour ce pois chiche, en fait, je vais vous parler un petit peu des leviers agronomiques en fait, qu'on peut mobiliser et ainsi que le choix de la parcelle pour essayer d'avoir la meilleure implantation de la culture et le moins d'impact de l'ascochitose s'il y en avait. Donc, les premiers leviers agronomiques mobilisables, c'est forcément de respecter un retour de la culture au minimum tous les 6 ans. Donc, pour éviter que les ascospores, en fait, qu'on a vu tout à l'heure de l'ascochitose, ne viennent recontaminer la nouvelle culture qu'on vient de mettre en place. Donc, enfouir les résidus et utiliser des semences saines, donc brossées ou certifiées, ou qu'on aura pu faire également tester auprès du GBES, qui est un laboratoire qui va réaliser ce test sur près de 1000 graines en fait, qu'on va leur fournir. Ils vont nous dire si ces 1000 graines sont exemptes ou non d'inoculum et si elles ne sont pas exemptes, en fait, en quelle quantité on a la maladie présente. Donc ensuite, au niveau du choix de la parcelle, on va éviter plusieurs situations. Donc la première, ça va être les sols hydromorphes, asphyxiants, froids et les limons battants, parce qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, le pois chiche a besoin de température élevée pour se développer correctement. On va éviter les affleurements calcaires. On va éviter les sols acides et ou sableux où le Rhizobium ciceri est absent. Le Rhizobium ciceri, c'est le champignon en fait, qui va venir former les nodosités. Voilà, donc s'il est absent, on ne va pas avoir de nodosité, donc c'est pénalisant pour la culture. On va éviter les parcelles avec les fortes présences de morel, de xanthium, de datura et de sorgho d'Alep, ainsi que de repousses de tournesol. Alors pour les 3 premières, morel, xanthium et datura, c'est surtout au niveau d'un risque sanitaire, parce que ce sont des plantes toxiques en fait, et les autres, c'est surtout pour la gestion de l'emmerdement. Et on va éviter également les sols profonds pour mieux gérer l'inflorescence indéterminée, parce que comme on l'a vu au tout début de la présentation, en fait, c'est une plante indéterminée. Donc ça veut dire que tant qu'il y a du soleil et tant qu'il y a de l'eau, en fait, pour elle, elle va continuer à se développer ad vitam aeternam. Et donc du coup, l'intérêt d'éviter les sols profonds, c'est de couper cet approvisionnement en eau pour faire sécher la plante et pour obtenir une date de récolte plus ou moins fixe et éviter d'avoir des étages foliaires plus verts que d'autres, surtout vers le haut.
Ensuite, au sein des parcelles, ce qu'on va chercher à privilégier, du coup, c'est une parcelle exposée sud, avec un sol chaud et drainé. On va privilégier plutôt les sols neutres à basiques, avec plutôt des argilo-calcaires ou des limons drainés. On va privilégier les sols propres pour la gestion des adventices, surtout en agriculture biologique. Et on va respecter un retour de la culture tous les 6-7 ans pour limiter le risque de l'ascochitose. Ensuite, au niveau du travail du sol, ce qu'il est conseillé de faire pour faciliter l'implantation du pois chiche, ça va être de fissurer le sol en profondeur, donc sur 30 cm minimum, à l'automne, pour corriger la structure et favoriser le ressuyage au printemps. Au moment du semis, le sol doit être bien aéré pour permettre un bon enracinement et favoriser la mise en place des nodosités. Et enfin, un roulage à la suite du semis peut améliorer le désherbage en sol moteux. Et enfin, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le traitement de semences. Donc, en agriculture conventionnelle, il est toujours intéressant d'avoir un traitement de semences à base de Waxil XL, homologué à 0,2%, mais il est plutôt conseillé de le faire à 0,1% pour la sélectivité au sein du pois chiche, qui va nous permettre de gérer un petit peu l'ascochitose. Mais vraiment, le plus important, c'est s'assurer surtout la présence de zéro spore d'ascochitose sur les semences. Et donc, c'est le fameux test de 1000 graines auprès du GVS dont je vous parlais. Alors, là, on va avoir une frise qui va nous montrer l'étiquetype du pois chiche. Donc, en première partie, on va avoir la description du couvert végétal et préparation du semis selon conditions. Donc là, c'est vraiment adapté en fonction de la situation. Donc, est-ce qu'il y a un couvert, est-ce qu'il n'y en a pas, quel type de sol on a, quelles ont été la pluviométrie, enfin, grosso modo, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien reprendre la parcelle et pour préparer le semis, donc laisser un bon sol. Donc ça, c'est janvier, février, on va dire. La période de semis du pois chiche chez nous, région Occitanie, se fait plutôt entre la mi-mai et la mi-mars. Donc, c'est la période de semis du pois chiche qu'on voit en bleu. Et à partir de cette période bleue, on va également avoir la période de désherbage. Donc, sur le désherbage, trois stratégies qui peuvent être combinées ou non. La première, c'est un désherbage en prélevé, donc un Challenge 600 et un Prol 400, les deux à 2 litres hectare, qui peuvent être faits. Le Nirvana S a également obtenu son homologation sur pois chiche alimentaire à la dose de 2 litres 2, avec toutefois une interdiction sur sol léger et filtrant. On va avoir également l'option de désherbage de post-levé. Donc là, on va être sur un Challenge 600 0,2 et un Prol 400 0,2. Donc le Challenge, on peut le faire seulement si on ne l'a pas utilisé en prélevé. Il faut faire attention, il y a une DVP de 20 mètres. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que pour une efficacité relativement similaire, en fait, on a des doses de produits qui sont divisées par 10. Et enfin, on a le désherbage mécanique. Alors, on a la RC-Tri qu'on peut passer pour la première fois au stade de 1 à 2 feuilles vraies du pois chiche, puis 10 à 15 jours après. Et on a le binage qui peut être effectué en fonction du mode de semis qu'on a choisi, si l'écartement le permet donc, et qui permet un ou deux passages de binage entre avril et mai. Donc pas trop poussé dans la saison pour éviter une fermeture trop grande du rang qui pourrait impacter, en fait le binage pourrait abîmer un petit peu le pois chiche. Et sachant que si à ce stade-là on lèse le pois chiche, en fait ça va faire une porte d'entrée pour la scochitose. Et donc, c'est pour ça que la période de désherbage va aussi loin, en fait. Je vous l'ai mis aussi grande, en fait. Donc, on a les pré- et post-levées qui sont faites rapidement et on a les interventions mécaniques qui peuvent être plus tard en culture. On va y voir également un petit point fongicide, donc qui va courir de mai jusqu'à mi-juin, grosso modo, qui va correspondre en fait à la floraison du pois chiche. C'est lors de la floraison en fait que l'impact ascochitose peut être le plus important. Et ce dont on s'est rendu compte en fait, c'est que les traitements, les applications foliaires des différents produits qui sont homologués sont assez peu efficaces en fait vis-à-vis de cette maladie. Donc, on a d'homologuer l'Azosixtar, qui est une azoxystrobine, à 0,8 litres hectare. On a un Prosaro, qui est une Protio plus un Tebuco, qui est homologué à 1 litre hectare. Et on a le Scala, qui est homologué à 1,5 litre hectare. Je vous présenterai tout à l'heure un petit essai là-dessus pour voir en fait l'intérêt des produits, en fait, voir entre eux quels sont les plus intéressants et surtout voir l'impact du positionnement de ces produits qui va vraiment beaucoup aider. Et enfin, on a la récolte qui va se faire de mi-juillet à fin août, mais enfin plutôt début août. Voilà. Au-dessus, je vous ai mis deux flèches. La première, c'est pour la période de risque à l'ascochitose. Donc, on voit bien en fait que la période de risque va prendre tout le cycle de la culture, à partir du moment où on va semer jusqu'à un petit peu avant la récolte.
Et au-dessus en bleu, je vous ai mis le risque, les périodes de risque de la mineuse et de la noctuelle, qui sont les principaux ravageurs en fait, de cette culture, et qui, eux, sont un peu plus tard en saison. Donc, je ne vous en ai pas parlé, mais il peut y avoir des gestions avec des produits insecticides en agriculture conventionnelle, avec des karatés ou des lambda-stars, par exemple. Et voilà. Ce qu'on peut dire également aussi sur la période de risque à la scoschitose, c'est qu'elle va se manifester de différentes façons, en fait. La première, c'est au niveau du semis. Quand on a une attaque d'ascochitose, en fait, au niveau des semences, on va avoir surtout des semences qui ne vont pas lever, et ça va se faire par foyer. Donc, en fait, au sein de la culture, quand ça va lever, on va avoir des gros ronds, en fait, très clairs, avec des frontes de semis dedans. Donc, ça, c'est une attaque d'ascochitose. Et par contre, plus tard en culture, ce qu'on va observer, sur les pieds déjà levés, ça va être un noircissement et un halo un petit peu jaunâtre au niveau des feuilles. Je vous montrerai des photos après. Une attaque sur tige également, avec un noircissement de la tige, et une attaque sur gousse. Et c'est là où on va pouvoir avoir également des grains contaminés, et donc du coup avoir un cycle permanent. Alors, je vais vous présenter 4 essais là. Donc chacun qui vont rentrer un petit peu, qui vont montrer quelles sont les stratégies, les leviers qu'on peut mobiliser un petit peu contre la scoschitose, et ce qu'il est intéressant de faire. Donc le premier essai que je vais vous présenter, c'est un essai de date de semis croisé avec un écartement. Donc là, en fait, les 4 essais que je vais vous présenter ont été réalisés au sein du lycée agricole de Toulouse-Aizeville, donc ça va être tout le temps le même contexte pédoclimatique. Donc on est sur sol argileux limoneux, sur un sol méditerranéen, et sur un climat méditerranéen plutôt dégradé. Alors, à chaque fois, on aura l'objectif de l'agriculteur qui va être le même au niveau de l'exploitation, ça va être intégrer et sécuriser des légumes secs dans sa rotation. L'objectif de l'essai, par contre, sera différent à chaque fois. Et ici, dans ce cas-là, on va être sur sécuriser l'implantation d'un pois chiche dans la rotation afin de limiter la pression ascochitose. Alors, là, on voit la rotation de la parcelle. Donc, on a eu un pois, un blé dur, un pois chiche, un blé dur et un sorgho à quin. Donc ça, déjà, ça nous montre l'intérêt du pois chiche. C'est un bon précédent, en fait, comme beaucoup de légumineuses. Il va relaisser un petit peu d'azote dans le sol qui va bénéficier à la culture d'après. Donc ça, d'accord. Et après, donc je vais vous montrer un petit peu le protocole. Donc sur le protocole, il y a 3 facteurs qui sont étudiés. Le premier facteur, c'est la date de semis. Ici, on a eu 2 dates de semis. En fait, originellement, on voulait en faire 3. Mais la date de semis du milieu n'a pas pu être réalisée à cause des conditions climatiques. En fait, c'était beaucoup trop pluvieux et ce n'était pas possible de semer. Donc, on n'a que 2 dates. La première, c'est le 26 février à 45 grammes mètre carré. Et la deuxième date de semis a été effectuée le 6 avril à 55 grammes mètre carré. On a également comparé les méthodes d'implantation. Donc, une avec un semoir monograine. Donc, sur le lycée, on est équipé d'un semoir Sola à 50 cm d'écartement. Et une implantation au semoir volumétrique, donc en plein et un rang sur 2, donc ce qui correspond à 17,5 d'écartement en plein et 35 un rang sur 2. Et on a également testé un effet variété, donc on a démultiplié l'essai, une partie sur Cabuli, variété Eldorado, une partie sur Daisy, variété Elmo. Alors, maintenant on va regarder le petit graphe en fait qui va nous donner un petit peu les résultats. Ce qu'on pouvait dire, c'est qu'à la première date de semis, le 26 février, on avait des conditions très humides, en fait. Un travail du sol un peu laborieux, du coup, c'était un petit peu gras. Et tandis qu'au 6 avril, on était sur des conditions plus sèches, en fait, plus propices pour le semis, en tout cas dans de meilleures conditions. Donc, ce qu'on note, alors ce graphe-là, en fait, il se consacre juste sur les résultats du Cabuli. Donc pour la partie monograine, en fait, quand on compare les 2 dates de semis, la première à 45 grammes mètre carré, on arrive à 10-11 graines levées, donc c'est trop peu. Et sur la deuxième date de semis, c'est le meilleur résultat que l'on ait. On a 41 graines levées pour 55 semis. Donc ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le monograine, en fait, il va nous sécuriser l'implantation du pois chiche dans des bonnes conditions. La modalité qui a été réalisée le 26 février, en fait, n'a pas donné grand-chose parce que, donc, comme je vous disais, c'était beaucoup trop pluvieux. L'arrêt de semis était lissé et la fermeture du rang se faisait mal, en fait. Donc, du coup, le grain n'était pas dans les bonnes conditions pour pouvoir germer. Si ensuite on s'attelle à regarder la partie volumétrique, donc la première, les 2 premières, là c'est en plein, et les 2 suivantes, c'est un rang sur 2. Donc là, ici, 17 cm et là, 35 cm. On voit que les résultats sont relativement homogènes, en fait, entre les 2 dates de semis. Donc, en fait, là où les conditions de semis sont difficiles, le volumétrique s'en est relativement bien sorti, mais quand les conditions de semis étaient devenues meilleures, en fait, il n'a pas fait spécialement mieux.
Donc, le volumétrique il donne des résultats assez intéressants, toujours en dessous du monograine réalisé dans des bonnes conditions, où là, on est à 40. Et ici, on est à une trentaine de pieds par mètre carré pour une densité cible de 55. Donc, ça fait quand même pas mal de pertes. Donc, en fait, voilà, le volumétrique, il permet de faire une implantation en plein ou en demi-plein, ce qui peut être intéressant pour pouvoir gérer des adventices, en fait, une pression adventice relativement importante et couvrir assez rapidement, donc avoir une meilleure compétition. Par contre, le monograine, lui, va avoir un avantage, c'est qu'il va plus sécuriser l'implantation du pois chiche. Et en fait, ce qu'on voit à travers cet essai, c'est qu'il va falloir semer pas une date fixe, mais plutôt être souple vis-à-vis de la météo et choisir une fenêtre en fait intéressante. On est sur une période relativement sèche où la pluie a un peu réessuyé, on est dans les bonnes conditions. Là, ça peut être vraiment très intéressant de sortir le monograine et d'aller semer. Voilà. L'avantage en plus du monograine, c'est que en fonction de l'équipement qu'on a à l'exploitation, si on est équipé d'une bineuse qui va bien au bon écartement, on pourra en plus mettre en place une partie en désherbage mécanique. Et donc, du coup, si on regarde un petit peu les résultats, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un problème de lissage sur la ligne, sur les semis précoces au monograine, plus un mauvais recouvrement de la ligne de semis, ce qui nous a donné des taux de levée aussi bas, aux alentours de 10 grammes mètre carré. Les levées au semoir volumétrique sont moins régulières. Le système de double disque des anciens semoirs nodés ne permet pas de sécuriser la levée. Donc là, c'est parce qu'on était sur un vieux semoir, mais de manière générale, c'est à peu près ça. Actuellement, on s'est équipé d'un nouveau semoir, un semoir à corps. Et on a à peu près le même risque de positionnement de graines, en fait, qui peut être un peu plus aléatoire et donc un peu moins sécurisé pour la levée de la culture. Sur les semis précoces, au vu du contexte de l'année, le semis en combiné reste plus adapté, avec un passage de herse très superficiel. Et enfin, donc, le monograine dans des conditions de semis optimales permet de sécuriser un maximum les levées, donc ce qui peut toujours être intéressant. Voilà. Donc, deuxième essai, je vais vous parler cette fois-ci d'un essai inoculum sur pois chiche. Donc, même contexte que tout à l'heure, sauf que là, dans l'essai, ce qu'on a voulu évaluer, c'est l'intérêt d'inoculer des semences de pois chiche afin de booster la vigueur à la levée. Donc, dans cet essai, 3 modalités, 4 blocs. Donc, modalité 1, c'est le témoin non traité, modalité 2, c'est le premier inoculum, et modalité 3, c'est le troisième inoculum. Alors, on a voulu, dans cet essai, évaluer l'intérêt d'inoculer des semences de pois chiche afin d'avoir une meilleure vigueur à la levée et ainsi démarrer la culture sur de bonnes bases. Avoir du coup une meilleure résistance vis-à-vis des bioagresseurs et une meilleure maîtrise de l'enherbement. Donc, ce qu'on a pu observer sur le graphique, on a une densité de population par mètre carré de l'ordre de 30 pieds, hein, c'est relativement homogène, 32, 31, 33, donc significativement, statistiquement parlant, c'est pas différent. On est sur quelque chose d'homogène. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est le nombre de nodosités moyens par pied. On a fait des prélèvements au sein de la parcelle d'une dizaine de plantes, et on a noté le nombre de nodosités qui étaient présentes par plante, et on en a fait une moyenne. Et donc, du coup, sur le témoin, on voit qu'il y a 0,8 nodosité par plante, donc ce qui veut dire moins de 1 nodosité par plante. Modalité 2, on en a 4,7 et là, on en a 2,1. Donc en fait, en fonction des inoculums, on a pu voir un impact clair en fait, de la production de ces nodosités et donc c'est toujours intéressant. Ça va changer quoi, en fait comme on peut voir sur la photo, MODA 1, donc pour rappel, c'est le témoin. MODA 2, c'est la meilleure modalité en termes de nodosité, hein, celle qui fait 4,7. Et on peut voir que déjà, on n'a pas la même biomasse aérienne. Effectivement, un pois chiche qui aura plus de nodosité aura une meilleure assimilation de l'azote et donc du coup, aura une meilleure capacité à développer sa biomasse. Et donc du coup, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que l'impact de l'inoculum se fait surtout sentir en début de cycle, où on a pu observer des biomasses aériennes plus importantes, sans pour autant avoir de différence sur le nombre de pieds levés par mètre carré. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Par contre, ce qui est intéressant de voir également, c'est que en fonction de ces différences de nodosité présentes, on n'a pas vu de décalage dans les dates de floraison entre les modalités. Donc, entre les 3 modalités, elles ont toutes fleuri à peu près en même temps. Et on n'a également pas constaté de différence de comportement en fin de cycle. Donc, la date de maturité reste à peu près la même. Il n'y avait pas de verse sur l'essai. À la récolte, l'humidité était relativement similaire. Et la productivité, donc les rendements obtenus sur ces pois chiches, étaient relativement similaires. Ouais. Ces résultats sont quand même un petit peu en
perspective, entre guillemets, du fait de l'hétérogénéité de la parcelle. C'est des essais qui seront à reconduire, en fait, pour vraiment affiner et surtout pour la dernière partie, voir ce que ça peut changer en fin de cycle, notamment au niveau de la productivité. Alors, maintenant, je vais vous montrer un troisième essai qui, cette fois-ci, est mené en partenariat avec Terra Innovia qui porte ce projet. Donc, cet essai, c'est un essai variétal pois chiches. Donc, le but de l'essai, ça va être d'évaluer différentes variétés de pois chiches au regard du contexte pédoclimatique donné, donc le nôtre en l'occurrence. Donc, protocole d'essai, comme je vous disais, c'est un essai qui est porté par Terra Innovia. Et le but de l'essai va être d'évaluer sur plusieurs années au sein d'un réseau d'expérimentation quelles sont les variétés les plus adaptées en termes de rendement, de production de biomasse, de rusticité et de sensibilité aux bioagresseurs. Donc, quand je parle déjà d'un réseau d'expérimentation, c'est-à-dire que l'essai, cet essai-là, en fait, il va avoir des doublons. Il va être mené également chez Terra Innovia, en Cambrad et chez d'autres partenaires comme Arteris, Calisol, qui vont également avoir ce même essai, en fait, avec les mêmes modalités, les mêmes variétés, en fait, qui vont être semées. Et c'est non pas un essai qui va être analysé, mais c'est tout l'ensemble du réseau d'essais qui va être analysé pour donner vraiment des tendances sur un territoire. Donc, quand on regarde les résultats d'essai, on a les variétés qui ont été testées, qui sont classées de la meilleure à la moins bonne en termes de productivité. Donc, on n'est pas sur des rendements chiffrés, mais on est sur des indices de rendement en pourcentage. Donc, 100, ça doit être considéré comme la moyenne de l'essai. Par exemple, si on prend le flamenco, on a un histogramme, une barre qui fait une certaine largeur, qui va être la variabilité en fait, des rendements du flamenco au sein de tous les essais présents sur la région. Et ce rendement, en fait, on va voir qu'il se positionne, il est décalé vers la droite, donc on est au minimum allé à la louche à 95%, et au maximum pas loin de 120% de la moyenne de rendement. C'est ce qui nous fait dire que c'est la meilleure variété. Ensuite, on a le rondeau, par exemple, qui va un peu moins loin, qui est un peu plus tassé ici, mais du coup, en moyenne, il ressort un peu moins bien. Voilà. Et ce qu'on peut dire également là-dessus, c'est que donc l'essai se composait le réseau d'essais se composait de 11 essais. Et donc, par exemple, quand on voit flamenco 7 sur 11, eh bien, ça veut dire que sur 7 essais sur 11, on a le flamenco qui a dépassé l'indice de rendement de 100%. Voilà, et donc par exemple, si on prend la dernière modalité, l'Elvar, lui, il a dépassé l'indice de 100% dans un seul essai sur les 11. Donc voilà, ça permet d'avoir une grille de lecture un peu plus fine sur ces résultats. Et donc du coup, là, ce que je vous ai mis, c'est le tableau, alors c'est les données des résultats de l'essai de 2020, avec à côté les données des résultats de l'essai de 2019. Donc, avec pas mal de variétés qui sont communes, à part pour celles avec des petits traits qui n'étaient pas testées en 2019 et qui ont été rajoutées en 2020. Et ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est que les constantes, en fait, les rendements sont relativement constants avec ce qu'on a vu cette année. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine répétabilité, en fait, dans les résultats que l'on obtient. Et donc, ça permet quand même de discriminer assez finement quelles sont les variétés qui vont être les plus intéressantes, encore une fois, pour nos latitudes. Donc, à retenir, le tableau suivant nous montre les résultats d'essais de 2019 et 2020, et on constate que d'une année sur l'autre, les tendances montrées par chacune des variétés sont relativement stables. Donc, c'est ce que je vous disais, par exemple, le flamenco, il est ressorti premier en 2020, et il ressort également premier en 2019. Et c'est donc du coup, grâce à cette stabilité, en fonction de la localisation des différents essais menés sur une même année, on a pu déterminer quelles sont les variétés de pois chiches les plus productives et les plus adaptées à notre contexte pédoclimatique. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cet essai a été conduit en 4 blocs. Donc du coup, pour cette année, on avait 10 répétitions, donc 10 variétés. Et on a essayé d'évaluer la rusticité et le profil variétal de ces pois chiches grâce aux indicateurs suivants. Donc, on a fait des notations de densité de levée, des notations de date de floraison, des notations de pression maladie, donc d'ascochitose, sur feuilles, sur tiges, sur fruits quand il y en avait, le nombre de gousses fertiles, la hauteur à la récolte et le pourcentage de verse. Et on a également fait une récolte là-dessus, la batteuse d'expérimentation, avec un poids par micro-parcelle, plus humidité, plus PS. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que, alors ça n'a pas été fait cette année, mais ça a été fait l'année dernière, en 2019, mais sur les 4 blocs, en fait, on avait décidé de ne traiter que 3 blocs, traitement fongicide, j'entends, contre l'ascochitose à la floraison.
on avait décidé de ne traiter que 3 blocs et de laisser le premier bloc sans traitement pour essayer de voir en fait quelle était sa rusticité vis-à-vis de ce champignon. Et donc du coup, plus l'écart aurait été faible entre le bloc 1 et les 3 autres blocs, plus ça veut dire que le champignon était rustique et était capable de tolérer la scolytose. Par contre, plus l'écart aurait été important, plus le pois chiche aurait eu besoin d'un accompagnement en termes de fongi pour pouvoir atteindre son potentiel de rendement, justement, en fonction de la pression maladie. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous présenter un dernier essai, c'est la lutte chimique. Donc, le but de cet essai, ça va être d'évaluer l'efficacité de différents programmes fongicides appliqués autour de la floraison du pois chiche sur la gestion de l'ascochitose. Alors, là, le but de cet essai, donc c'est un essai également porté par Terrinovia. Donc, le but de cet essai va être d'évaluer différents programmes fongicides composés de chlorothalonil, de Prosaro et d'Amistar. Donc, différents programmes fongicides, mais également différents positionnements de ces programmes fongicides sur la gestion de l'ascochitose en fonction de la composition du programme. Et ce qu'on va regarder également, c'est son positionnement et la dose des produits employés. Donc, ce qu'il faut savoir là pour l'essai, on est sur une variété Twist qui a été semée le 6 mars à 55 grammes mètre carré au volumétrique, à 17 cm d'écartement sur un précédent blé dur. Alors, on a donc du coup là 10 modalités. Donc, la première, c'est le témoin, toujours, aucun traitement. La deuxième, c'est une modalité avec un traitement précoce, en fait, un chlorothalonil à 1000 grammes, plus un Amistar après par la suite qui a été réalisé. Et donc le chlorothalonil, il a été fait le 25 mai à une hauteur de 25-30 cm, donc avant la floraison du pois chiche. Et après, on est revenu avec un Amistar en début floraison. Et tous les autres programmes là que vous allez voir, donc le troisième programme, c'est le même que le programme 2, sauf qu'il est décalé dans le temps. On a l'intervention au chloro qui se fait le 8 juin et on retourne le 21 juin à pleine flot 15 jours après. Et les autres programmes, en fait, c'est des déclinaisons d'Amistar et de Prosaro. Donc, modalité 4, un seul Amistar. Modalité 5, Amistar 0,8, Prosaro 0,5. Et là, on inverse, Amistar 0,5, Prosaro 0,8, Prosaro 0,8, ainsi de suite. Voilà. Ce qu'il faut savoir en termes de fongicides, on a IFI nous dit qu'on a le droit d'utiliser le Prosaro à 1 litre hectare 2 fois, et l'Amistar 0,8 litre hectare 2 fois également. Voilà. Alors, les résultats obtenus. Donc, le graphique que vous avez ici, là, c'est l'efficacité par rapport aux témoins sur feuille et sur tige. Donc, en bleu, c'est ce qu'on a sur feuille, et en rouge, c'est ce qu'on a sur tige. Donc, c'est relativement bien corrélé, avec une attaque plus importante sur feuille que sur tige, ce qui est normal. Et on est en pourcentage du témoin. Donc, ça veut dire que quand on a 54%, par exemple, pour la modalité 2 ici, ça veut dire, je dis n'importe quoi, mais si le témoin était touché à hauteur de 50%, donc il y avait 50% de la plante qui était touchée, si on voit 54% d'efficacité, ben, ça veut dire qu'il y en a moitié moins dans cette modalité. Donc, on n'est plus qu'à 25% de la plante touchée. Donc, c'est comme ça qu'il faut le lire. Et donc, du coup, plus l'efficacité est importante et meilleur aura été le traitement fongicide. Alors, ce qui est intéressant de retenir, déjà, oui, vite fait pour vous montrer, sur les 3 photos, je vous ai mis des symptômes d'ascochitose. Donc là, c'est de l'asco, là aussi, donc c'est le petit tableau blanc dont je vous parlais. Là, on le voit en végétation. Et là, ce qu'on voit ici sur cette photo, c'est plus fin, c'est un tout début d'attaque. Alors, on a des symptômes qui sont un peu plus petits que sur la feuille d'à côté. C'est vraiment des tout petits ronds. Et voilà, donc ça manifeste le début d'une attaque d'asco. Alors, ce qu'on peut retenir sur l'essai, c'est que surtout, l'ascochitose, elle va se gérer de manière préventive. La modalité qui va obtenir parmi les meilleurs résultats, c'est la modalité 2. Et si on se souvient bien, je vais y revenir d'ailleurs, la modalité 2, en fait, c'est celle qui a une application en préventif, en fait, avant la floraison. Et on y retourne juste après en début floraison. Voilà. Alors que la modalité 3, qui est exactement la même en fait, juste elle est décalée dans le temps, et ben on s'aperçoit qu'elle a moins d'efficacité. Ben, du coup, elle a permis de rattraper un peu moins de rendement parce qu'elle a été moins efficace sur le champignon. Comme on l'a vu tout à l'heure, le champignon, il a une période dans son cycle qui lui permet d'être à l'abri des produits phyto. D'où l'intérêt de venir en préventif faire l'application. Comme ça, quand les spores arrivent, en fait, elles ne peuvent pas germer, elles ne peuvent pas infecter le champignon. Alors que si on arrive, on fait le traitement alors qu'il y a déjà des champignons présents, il va y avoir une partie de ces champignons qui vont être à l'abri du traitement, qui ne vont pas y être sensibles, et donc du coup, ils vont continuer leur cycle, et on aura de facto une infestation qui va se poursuivre.
Et donc, du coup, ce qui ressort bien, c'est donc la modalité 2 au chlorothalonil. Et on va avoir la modalité 7 et la modalité 10 qui vont bien ressortir également. Et la modalité 7, c'est le Prosaro. Et la modalité 10, c'est du Prosaro et Prosaro. Donc, on voit qu'entre le Prosaro et la Mistar, on a une meilleure efficacité en fait du Prosaro que de la Mistar. Ce qu'on peut voir également, c'est il peut être intéressant aussi de fractionner ces applications. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle de la maladie. En fait, comme je vous disais, on ne peut pas faire juste une application et se dire c'est bon, ça va aller, mon produit va être rémanent, même s'il est systémique, il va rester, il va nettoyer les champignons, tout ça. Ça ne va pas marcher comme ça, il va plutôt falloir privilégier 2 passages en fait. Donc un peu avant la flow ou avant flow et l'autre après début flow ou pleine flow pour essayer d'avoir une meilleure action sur le champignon et d'aller attraper un spectre en fait plus large et avoir une meilleure efficacité en fait dans le temps et donc avoir une meilleure maîtrise du champignon. Voilà. Et donc du coup, il est temps de conclure sur les pois chiches et faire un petit point autour de tout ce qu'on a vu. Donc, au niveau de la scochitose, en fait, qui est le premier frein en fait pour les rendements sous nos régions. Alors, ça va être, dans un premier temps, c'est de lutter contre la contamination des semences en fait par la scochitose. Donc là, il est vraiment important de se procurer des semences saines, donc des semences certifiées. Et si c'est pas des semences certifiées, si par exemple on a des semences fermières, il peut être très intéressant en vrai d'aller les faire tester auprès du GBS. Donc on envoie un échantillon de 1000 graines au labo et le labo va nous faire une analyse et va nous dire si on a de la SCO qui est présente et si oui, en quelle quantité. Et donc du coup, ça va nous donner un ordre d'idée si on peut aller semer ou pas. Voilà. Sachant que toute graine d'asco, toute graine qui est touchée par de la scochitose ne va pas forcément germer, va permettre de répandre le champignon autour de lui. Et donc du coup, ça pourrait contaminer des graines qui sont propres aux alentours. Donc vraiment gérer la scochitose à la période du semis, c'est quelque chose d'important. Il est également très important de respecter un délai minimum de 6 ans de retour de la culture au sein de la rotation. Et donc ça, quand on se souvient du graphe, en fait, du petit schéma en fait, qui nous montrait le cycle de développement de l'ASCO, c'était la boucle la plus basse, en fait, où on passait par la forme de résistance dans le sol avec les ascospores. Et donc du coup, ce délai de 6 ans, en fait, c'est la durée de vie moyenne des ascospores dans le sol. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut attendre au moins cette période avant de remettre un pois chiche, surtout si on a eu des problèmes d'asco au préalable. Le choix de la parcelle va également être très important, donc le type de sol, le salissement, l'exposition et le précédent, ainsi que le travail du sol avant semis, parce que c'est des leviers qui vont permettre de limiter la pression des bioagresseurs et assurer une bonne qualité d'implantation de la culture. On va également avoir l'adaptation de la date de semis de manière opportuniste lors des années avec des conditions climatiques difficiles, donc forte pluviométrie ou sécheresse, et permettre ainsi de limiter les pertes à la levée et d'assurer une bonne implantation de la culture. Donc ça, comme on a vu sur l'essai de date de semis, en fait, par exemple, si on est sur un semis au monograine, ce qui va être plus important, ce n'est pas spécialement la date de semis, mais c'est vraiment les conditions de semis. Il faut se mettre dans des bonnes conditions de semis. Ce n'est que là qu'on aura un maximum de sécurisation en fait, du semis et donc du nombre potentiel de graines levées. Et enfin, il va être intéressant de se faire attention au choix variétal, en fait, qui permet, pour un contexte pédoclimatique donné, en fait, d'assurer un bon potentiel de rendement. Et donc, du coup, par exemple, qu'on a pu le voir sur les essais Terrinovia, par chez nous, le flamenco est par exemple un pois chiche qui se ressort très très bien, avec des rendements qui sont souvent très intéressants, comparé, mettons, à un élevard, là, pour le coup, qui va être un peu plus en retrait. Voilà. Donc j'en ai fini pour le pois chiche. Je vais maintenant laisser la parole à Simon qui lui va vous parler des haricots. Merci à vous. Donc, bonjour à tous. Après le pois chiche et la lentille associée, nous allons aborder la troisième et dernière culture de ce webinaire sur les légumineuses. Moi, je vais vous parler donc des haricots, mais deux types particuliers de haricots, le haricot mongo et le haricot azuki. Et pour cette culture, on va faire un focus sur la gestion de l'enherbement. Donc, pourquoi travailler la culture du haricot? Principalement pour deux raisons. La première, tout simplement pour répondre à la demande croissante des consommateurs.
Et la deuxième raison, permettre aux agriculteurs de nos territoires, de la région, d'intégrer des cultures à forte valeur ajoutée. Alors, j'ai fait le choix de mettre forte valeur ajoutée entre guillemets, tout simplement car même si parfois on a des prix en face qui sont a priori rémunérateurs, on parle là de 3 à 4 000 € tonnes, il faut que ces techniques soient justement techniquement réalisables. Et là, pour le coup, en agriculture biologique, donc au-delà de l'aspect prix de rémunération, il faut qu'on soit en capacité technique de réaliser ces cultures sur nos territoires. Donc, un petit mot sur donc, ces haricots de type Azuki et Mungo. Ces deux types proviennent d'Asie. Japon principalement pour le type Azuki et de façon plus générale Asie pour le type Mungo. Donc, on retrouve ces deux haricots grains dans les cuisines chinoises, vietnamiennes, japonaises et coréennes sous différentes formes, transformées ou pas. Donc voilà, à ne pas confondre pour le type Mungo avec les germes de soja ou pousses de soja. Donc on peut voir les photos et les deux types de haricots en culture sur les photos de droite. Donc, contexte de production. Moi, je vais vous présenter un essai que nous avons mené donc, sur le lycée agricole de Toulouse-Osville. C'est la première année de développement pour nous sur le site agricole donc, de Toulouse. On est en production biologique sur des sols argilo-limoneux. L'objectif, donc, j'ai mis objectif agriculteur, mais c'est pas réellement objectif agriculteur, c'est objectif, on va dire, recherche et développement, expérimentation et développement. Donc, l'objectif de cette culture, c'est de cette première année de mise en culture, c'est de déceler les freins et les leviers techniques qui pourront nous permettre de développer cette culture dans les années à venir, ou pas. Donc, pour ça, on a implanté les haricots suite à la récolte de l'épeautre et on sera ensuite derrière les haricots sur un blé tendre. L'itinéraire technique de la parcelle, donc récolte de l'épeautre en juillet, on a enchaîné avec un travail du sol type faux semis au déchômeur à disque indépendant, tréfleur et décompacteur. Le sol est resté nu durant l'hiver et on a repris à partir du mois de mars, avril et mai au déchômeur à disque et vibroculteur, d'une part pour réaliser des faux semis et deuxièmement pour préparer l'implantation du haricot. Le semis s'est réalisé sur le début du mois de juin, semis au monograine à 40 graines par mètre carré et avec un semoir avec un écartement de 50 cm. Juillet-août 2020, désherbage mécanique, binage et cimage et 150 mm d'irrigation. Et la récolte s'est effectuée sur la première quinzaine du mois d'octobre. Alors, je parlerai plus en détail de l'ensemble des différentes opérations sur de l'itinéraire technique, plus en détail pour aborder la partie gestion de l'enherbement. Un petit mot également, alors je ne l'ai pas précisé ici car c'était un essai, on a testé différentes modalités d'apport d'engrais organique sur la ligne en plein et également une bande témoin sans apport d'engrais pour tester et étudier les nodosités et le développement des nodosités sur cette culture du haricot. Alors, donc, comme je l'ai dit, on va faire un focus sur la partie enherbement du haricot, de cette première année de mise en culture. Et on va cibler donc, quels sont les flores à problème, d'une part pour le développement de la culture, et deuxièmement pour l'alimentation humaine. Donc, puisque l'idée, c'est de récolter en grains et de commercialiser ce haricot. Donc, quelles sont les flores qui peuvent nous poser problème pour le développement et l'alimentation humaine. Donc, d'une part, les graminées estivales. Donc, on est là sur des flores classiques, annuelles, estivales, strictes, fin de printemps et estivales. Panix et terre digitaire, donc flores classiques, qui sur des niveaux de germination entre 1 et 3 cm.
Et là, la problématique, pardon, on est clairement sur la concurrence durant le cycle de la culture et humidité et impureté à la récolte. Deuxièmement, les dicotes qui sont dicotes estivales à problème, Xanthion, Datura et Morel. Donc, c'est des annuelles également, estivales strictes. Une profondeur de germination plus importante pour le Xanthium et le Datura, puisqu'on a entre 5 et 10 cm, même parfois 15 cm pour le Datura, et un peu moins pour les Morels, beaucoup moins, même on est sur 2 à 3 cm pour les Morels. La problématique là va être également la concurrence à la culture, mais également la partie toxicité pour l'alimentation humaine. Donc, je vais reprendre l'ensemble de l'itinéraire technique que je vous ai présenté auparavant et essayer de cibler les leviers et les points d'amélioration pour l'année prochaine, pour la prochaine mise en culture. Donc, tout commence, j'ai envie de dire, à la suite de la récolte du précédent. Pourquoi ? On est sur une culture qui apparemment est à forte valeur ajoutée, pardon. Donc, il est important de favoriser des parcelles qui sont saines et propres, dont on connaît l'historique flore. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, éviter un précédent culture de printemps, tout simplement pour permettre une interculture beaucoup plus longue et qui nous permette de faire des faux semis. Et ensuite, éviter de spécifier la flore, c'est-à-dire d'avoir un enchaînement de 2 cultures de printemps. Donc, deuxième point, comme je vous l'ai dit, on a réalisé des faux semis suite à la culture de l'épeautre. Et sur le mois de mars, à partir du mois de mars, pardon, avant l'implantation du haricot. Donc, on va dire qu'il y a 2 stratégies. La première, durant la période estivale, a été de diminuer le stock grainier par le passage des chômeurs à disque, pour la partie, on va dire, graminée. Pour la partie vivace, on a travaillé avec le tréfleur, qui est un des chômeurs à ailettes qui permet de sectionner donc, les rhizomes, donc, et notamment pour gérer les chardons problématiques sur nos parcelles. Et la deuxième partie du travail a été de limiter les levées avant l'implantation pour freiner et éviter les levées au début du stade de la culture. Donc pour ça, plusieurs reprises et travail au déchômeur à disque indépendant et le vibroculteur équipé de sock-cœur qui a permis de faire la dernière préparation avant le semis. Alors, les pistes d'amélioration pour l'an prochain, ça va être quoi? On voit qu'on est en présence d'une interculture longue, c'est-à-dire entre le mois de juillet et le semis du pois chiche au mois de juin. L'idée est d'implanter un couvert végétal sur la première quinzaine de septembre. Ça nous laissera des créneaux sur juillet-août pour réaliser nos faux semis. Implanter un couvert sur le mois de septembre que l'on pourra détruire sur le mois de mars et qui nous permettra également et toujours de faire des faux semis avant l'implantation du haricot. L'avantage du couvert sera clairement d'éviter de laisser le sol nu, mais aussi d'imposer une concurrence aux éventuelles levées d'adventices durant cette interculture longue. Prochain levier, donc la partie, vous le verrez tout à l'heure sur une vidéo, travailler sur l'écartement de semis. Aujourd'hui, on était, on va dire, par facilité par rapport à l'équipement présent sur place, sur un écartement à 50 cm. Il faut savoir que ce sont des types de haricots qui sont peu buissonnants, qui recouvrent peu l'interrang, d'où l'intérêt de réduire cet écartement de semis pour essayer de limiter la pression adventice. Et ensuite, deuxième élément important, on peut dire que c'est assez, de façon générale en agriculture, ne pas forcer le semis et préférer attendre des conditions optimales, et notamment un sol réchauffé qui permettra une levée rapide du haricot et qui limitera ainsi les éventuelles concurrences avec les adventices.
Alors, itinéraire technique sur le mois de juillet et d'août. On est sur binage et essimage. 2 binages ont été réalisés et 2 essimages. Alors, mettre en place un désherbage mécanique est essentiel, mais encore faut-il le maîtriser. Tout simplement pourquoi on a vu précédemment qu'on avait affaire à des adventices qui ont des levées on a une germination, pardon, excusez-moi, qui s'effectue à des profondeurs différentes. Donc, notamment pour le cas du Xanthium et du Datura, il est important de bien scalper les plantes et surtout de ne pas descendre trop profond avec la bineuse pour éviter cette montée en graines et favoriser la germination donc du Datura et du Xanthium. Et enfin, pour la partie essimage, rôle de l'essimeuse, qui, elle, ne va pas, on va dire, diminuer la concurrence sur la culture, mais plutôt diminuer le stock grainier pour les années à venir et favoriser une récolte en conditions favorables. Notamment, essayer de jouer sur les taux d'humidité et la partie impureté. Voilà. Donc, vous remarquez qu'on a travaillé la bineuse, on a travaillé l'essimeuse, mais pas de RC-tri à l'aveugle. Ce qui pourra, disons que c'est une cartouche en plus, ça sera une cartouche en plus pour nous, pour essayer de réduire cette pression adventice. Dernier point, dernier levier, et on s'est rendu compte, enfin, et pas des moindres, puisque le pilotage de l'irrigation au plus près des besoins, pour quelle raison? Tout simplement pour ne pas favoriser de levée d'adventice durant le cycle de la culture. Donc alors là, je vais vous présenter, c'est un petit aperçu de la culture du haricot. On est sur le mois de juillet. Voilà, donc une culture à première vue globalement, on va dire, propre, avec une bonne implantation, une densité relativement intéressante. Présence donc de dicotes, de graminées. On est là sur une renouée persicaire. On a ici un peu de chardon. L'interrang est relativement propre. Hein. On voit quelques repousses ici et là, mais qui seront gérées avec le deuxième binage. Mais un salissement relativement important du rang. On remarque ici aussi la levée, un Xanthium qui est passé au travers du premier binage. Donc, Xanthium également, présent là sur le rang et dans l'ensemble une culture relativement propre à ce stade-là. La fin du cycle de la culture a vu quand même un salissement, une augmentation du salissement de la parcelle. Voilà, merci pour votre attention. Donc du coup, après cette présentation là, des trois cultures, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une diversité en fait de production possible. Et il y a évidemment aussi une diversité de techniques. Donc c'est évident qu'on ne maîtrise pas tout sur ces cultures. Ce sont des cultures de niche qui se développent plus ou moins selon les exploitations. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a intérêt aujourd'hui de développer, alors peut-être sur des petites surfaces, hein. C'est pas aussi des surfaces, ça va prendre la place du blé demain, ça va prendre la place du tournesol sur les exploitations, mais déjà, avoir ces cultures sur les exploitations semble aujourd'hui un super moyen de diversifier ces productions et de ce qu'on a vu là sur la lentille, sur le pois chiche, sur le haricot, ça nous semble important de pouvoir avoir en fait, cette diversité-là. En plus, vous l'avez vu, il y a différentes lentilles, différents haricots, différents pois chiches. Donc, il y aura toujours quelque chose à pouvoir produire sur une exploitation. Et ça permet aussi, du coup, de rechercher d'autres valorisations de marché. Et ça fera le lien, cette production, à comment on le valorise par rapport à la vidéo de la semaine prochaine, qui sera axée sur deux exemples. Un exemple d'un agriculteur et un exemple d'une coopérative agricole qui a fait le choix stratégique d'aller vers ce type de culture. C'est des marchés de niche à forte valeur ajoutée pour aller chercher aussi
mais le consommateur. Parce que quand vous avez différentes productions comme ça, ce qui est sympa, c'est que tu peux avoir une gamme, quoi. Un agriculteur peut faire un demi-hectare de lentilles vertes avec un demi-hectare de pois chiches. Donc déjà, ça fait déjà beaucoup en production. Il faut être capable d'en sacher et tout, mais on a une possibilité de pouvoir faire une vente plus directe, plus facile. C'est pareil pour les coopératives agricoles, bien sûr, pour des collectifs d'agriculteurs, des associations, des négoces. Donc, il y a une facilité de recherche, en tout cas, de filière avec ça, car il n'y a pas de transformation nécessaire au préalable des cultures qu'on a dit. Il faut bien trier, il faut être rigoureux dans le travail qui est fait, mais a priori, demain, ça sera accessible à tous. Voilà. Bon, mais bonne continuation.